Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les personnes en situation de surpoids ou d'obésité ont tendance à le rester et comment te sortir de là pour perdre tes kilos en trop et devenir comme d'habitude plus athlétique. Bon, l'obésité les amis, c'est le fléau du 21e siècle, en particulier dans les pays occidentaux, comme la France par exemple, dont le nombre de personnes obèses ne cesse de croître année après année. Alors, bien sûr, on peut mettre tout ça sur le dos des confinements successifs ces 2 dernières années, si on ne veut pas trop s'embêter à chercher à comprendre, mais il faut bien noter que la tendance était déjà à la hausse avant. Pour sortir de ce fléau et obtenir un physique plus svelte, on va couvrir 4 points qui me semblent essentiels, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan pratique. On est sur Roms Physique et on y va, c'est parti. Le premier point important à comprendre, c'est que l'obésité n'est pas une fatalité, en tout cas pour la plupart des personnes. Bon, récemment, en parcourant la toile, j'ai eu l'occasion de voir de plus en plus de vidéos qui font un petit peu froid dans le dos. En particulier aux États-Unis, où on entend de plus en plus de personnes obèses se dire qu'après tout, leur forme physique n'est pas de leur faute, que c'est dû à une maladie, qu'il faut s'accepter comme on est, et que finalement être obèse, ou en tout cas en situation de fort surpoids, c'est quelque chose de cool en fait. Tu sais, c'est le refrain qu'on entend partout au sein de la communauté body positive, sur TikTok, Instagram, et etc. Tu as même de vrais docteurs aujourd'hui, comme The Fat Doctor, qui te disent que l'obésité n'est pas un vecteur de maladie et de problèmes de santé, que ce n'est qu'une construction sociale, et que si ton docteur te dit de perdre du poids pour retrouver la santé, il te ment et n'est qu'un odieux connard. Bon, évidemment tout ça c'est que des conneries. Lorsque tu es en surpoids ou obèse, premièrement, ton espérance de vie diminue considérablement, le risque de maladie cardiaque décolle en flèche, et la probabilité de faire des maladies liées à l'obésité comme le diabète par exemple, est bien plus importante. Tout ça, bien entendu, c'est supporté par des centaines d'études scientifiques à travers le monde et depuis des décennies. Il te suffit pour t'en convaincre de regarder la quantité de personnes obèses qui décèdent chaque année aux États-Unis et dans le monde à cause ne serait-ce que du diabète. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies ou qui suivent des traitements qui peuvent provoquer l'obésité, des personnes pour qui leur situation n'est pas réellement de leur faute ou de la responsabilité. Des personnes qui ont des dérèglements hormonaux, des traitements à base de corticoïdes, etc., etc. La liste est longue. Mais ces personnes ne représentent qu'une toute petite partie des personnes en situation de surpoids ou obésité dans leur globalité. La majorité des personnes, elle, peut agir pour changer sa situation et perdre du poids sur la durée. Le problème, c'est que ce genre de discours fataliste ou complotiste qu'on entend un petit peu partout, qu'on entend beaucoup aux États-Unis et qui s'installe doucement en France, et qui sont faits peut-être par des personnes qui ont de réels problèmes provoquant l'obésité, ils font écho petit à petit à ceux qui n'en ont pas vraiment, et ça les rend eux aussi fatalistes, les empêchant ainsi d'agir pour le changement. Après tout, il est très facile de tomber dans ce travers de la victimisation, parce que si on regarde les choses en apparence, il y a bien des gens qui ont des facilités à tomber dans l'obésité, alors que d'autres non. Il doit bien y avoir quelque chose. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Sortir du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est 2 choses. D'abord, c'est de partir d'une croyance, comme par exemple, si je suis obèse, c'est à cause de ma génétique, je ne peux que prendre du poids et il me sera très difficile d'en perdre. Et ensuite, de chercher à confirmer cette croyance par des observations sans réelle objectivité. Par exemple, une personne obèse pourrait dire, regarde, les autres mangent la même chose que moi, voire plus, et pourtant, ils ne deviennent pas gros. C'est bien que j'ai un problème interne, que je suis malade. Voilà comment on en arrive à se convaincre qu'une fausse croyance est vraie, le biais de confirmation. Et si tu penses comme ça, tu t'empêches de comprendre les vraies raisons qui sont la cause de ton problème et tu paralyses toute action bénéfique. La vraie raison pour laquelle certaines personnes ont tendance à faire du gras et prendre du poids sur la durée alors que d'autres restent sveltes, elle vient de ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour t'expliquer ça sommairement, on va prendre un exemple. Tu prends par exemple Pierre, qui a une génétique de type ectomorphe, mince depuis toujours, peu importe ce qu'il mange. Et de l'autre côté, tu prends Norbert, qui a plutôt une génétique de type endomorphe, qui a toujours été gras et qui prend du gras rien qu'en regardant le menu. Aux deux, tu leur donnes la même alimentation, c'est-à-dire une alimentation moderne sur le long terme, riche en sucre et en graisse saturée, avec bien sûr très peu d'activité physique. Et bien tu peux être sûr que Pierre, il va rester plus ou moins svelte et que Norbert, il va s'engraisser comme jamais. La raison à cela, elle vient d'un certain nombre de gènes et de leur activité. Bon, Pierre et Norbert, ils ont les mêmes gènes propres à l'être humain au départ. Mais certains gènes vont être plus ou moins actifs chez l'un ou chez l'autre. On dit qu'ils vont s'exprimer différemment, en particulier en fonction de l'environnement dans lequel ils sont placés. L'alimentation moderne, le manque d'activité, tout ça. Du coup, l'un va s'engraisser et l'autre non, ou beaucoup moins. À partir de là, on peut blâmer la génétique et en rester là. Ou alors on peut dézoomer un petit peu et se dire que l'alimentation et le mode de vie ont peut-être une grosse part de responsabilité là-dedans. Et si on y regarde de plus près, on se rend compte que ces 20 dernières années, voire peut-être même les 30 dernières, on a mangé toujours plus de sucre et de junk food, qu'on a bougé de moins en moins et qu'on est de plus en plus stressé chroniquement. C'est le cocktail idéal pour prendre du gras, et c'est pas un hasard si de plus en plus de gens sont touchés par ça. Bon, maintenant qu'on a un petit peu mieux cerné le problème, qu'on se sent un peu plus responsable et acteur du changement, eh bien on va pouvoir changer. Et on va commencer avec le point numéro 3, qui est d'apprendre à compter les calories.
Et là, il y a pas mal de choses à dire. Comme si tu le sais, si tu suis mes vidéos, et pas que les miennes, perdre du gras, c'est une équation qui est relativement simple à comprendre à la base. Manger moins de calories que tes besoins journaliers, c'est-à-dire être en déficit de calories, forçant ton corps à puiser dans ses réserves de graisse. Tu vas me dire, jusque-là, je n'apprends rien, d'ailleurs, j'ai déjà essayé, et ça ne marche pas. Il va falloir essayer un peu mieux, parce que il est très facile de croire qu'on est en déficit de calories, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, alors qu'on n'y est pas du tout. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que la plupart des calculateurs de calories journalières que tu peux trouver en ligne, et que tu vas utiliser pour déterminer tes besoins journaliers, donnent des résultats qui sont imprécis et incomplets. Elles ne prennent pas en compte ton activité physique journalière, par exemple, et se contentent de prendre en compte les activités sportives. Du coup, ça peut t'amener à obtenir un besoin calorique quotidien qui est supérieur à ce qu'il devrait être. Et à partir de ce résultat, tu vas retrancher peut-être 300, 500 calories pour entrer en déficit, et du coup, tu vas soit ne pas être réellement en déficit parce que ton besoin était surestimé au départ, soit pas suffisamment pour avoir des résultats rapidement, ce qui te conduit à te démotiver. La deuxième raison, c'est une mauvaise gestion des calories elles-mêmes. Quand on commence à vouloir gérer son apport en calories sur la journée, on a souvent tendance à oublier de compter certains aliments ou condiments. Comme par exemple la petite cuillère d'huile que tu mets pour la cuisson de tes plats, ou les légumes verts à volonté. Et bien toutes ces petites choses, additionnées les unes aux autres, à la fin de la journée, ça peut représenter plusieurs centaines de calories non comptées, ce qui diminue ou annule complètement ton déficit de calories. La troisième raison, c'est de compter les calories des aliments industriels mentionnés sur les étiquettes, ce que les adeptes de l'e-fit-fit sur macro adorent faire. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, les étiquettes sont fausses, en tout cas en partie, car les industriels ne sont pas tenus d'être précis sur la composition énergétique des plats, et il peut y avoir des marges d'erreur importantes qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 30%. Ce qui veut dire qu'un plat préparé qui affiche 500 calories peut en réalité en contenir 600 ou 700. Donc si une part importante de ton alimentation est composée de ce type d'aliment-là, ça va être très compliqué d'avoir un comptage précis de ton apport énergétique, parce que là encore, tu te retrouves à manger trop par rapport à ton objectif. Si tu combines les trois erreurs à la fois, tu peux facilement stagner, ou même pire, prendre un petit peu de poids sur la durée, comme on peut le voir dans certaines transformations physiques. Les solutions pour tous ces problèmes, c'est déjà de composer son alimentation avec des aliments bruts et non transformés, le plus possible, de façon à avoir des valeurs nutritionnelles qui sont plus proches du réel et un comptage beaucoup plus précis de tes apports énergétiques. Ensuite, de faire l'effort de compter tout ce qu'on a utilisé pour préparer nos repas. Et moins on utilise de trucs, et moins il y a de trucs à compter. Même les aliments qui apparaissent comme les plus insignifiants. Ensuite, c'est de revoir son apport calorique à la baisse si on n'obtient pas de résultats. Parce que souviens-toi, tu as peut-être mal estimé ton besoin journalier dès le départ à cause du caractère imprécis des calculateurs de calories. Du coup, il faut prendre les valeurs que ces calculateurs te donnent comme des valeurs de départ sur lesquelles se baser pour démarrer, mais pas comme des vérités absolues sur le long terme. Il y a une seule chose qui doit te dicter quoi faire, et ce sont les résultats que tu obtiens semaine après semaine. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très pénible de calculer son alimentation avec un fort degré de précision, mais ça peut être beaucoup plus facile que prévu. En utilisant par exemple des dosettes ou des récipients pour les aliments les moins caloriques ou liquides, tu n'auras pas besoin de sortir la balance, que pour certains aliments, comme par exemple les protéines, les sources de lipides, comme les amandes, etc. Les aliments les plus caloriques, qui demandent vraiment de la précision. La solution que j'utilise moi depuis des années, elle est beaucoup plus flexible. Je jeûne le matin comme tu le sais, et pour mes repas principaux, je pars de repères visuels simples pour composer mes assiettes. 20% de protéines, 30% de légumes verts, 20% de sources de glucides et 30% de légumineuses. Si à partir de là, je trouve que je ne perds pas du gras assez vite, je vais tout simplement ajouter des journées de jeûne un peu plus longues dans la semaine, où je ne vais manger qu'un seul repas le soir et un shaker de protéines la journée. Cela m'assure d'avoir un déficit de calories sur la semaine qui est suffisamment conséquent pour perdre du gras sur la durée, sans avoir besoin de passer mon temps à calculer mon alimentation. Si ça t'intéresse, je t'explique toute ma stratégie en cliquant ici sur la petite fiche ou en allant dans la description de la vidéo. Quatrième point, très important pour se sortir du surpoids et de l'obésité. Apprendre à gérer son stress. On parle souvent du stress, en particulier du stress chronique, comme étant un problème lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse. L'une des hormones principales du stress, le cortisol, ayant un effet néfaste sur le métabolisme des graisses. Alors c'est vrai pour la plupart des individus, mais c'est encore plus vrai chez les personnes en situation de surpoids et d'obésité, si on en croit les articles scientifiques. Ces catégories de personnes ont davantage tendance à compenser leur stress par de la malbouffe, des aliments riches en sucre et en graisse. Cela est dû au fait que ces aliments-là permettent au cerveau de produire davantage de dopamine, l'hormone du plaisir pour faire simple, qui va agir comme un anti-stress temporaire. Alors à la longue, ça crée une sorte de circuit d'addiction et de récompense, et il devient facile de prendre du poids sur la durée. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution miracle au problème du stress, et je n'ai pas de solution pour le supprimer totalement. D'ailleurs, il n'est pas question de le supprimer totalement. L'être humain est fait pour vivre avec un minimum de stress, mais pas tout le temps et pas de façon chronique. Du coup, il est important de mettre en place un certain nombre de choses pour le diminuer considérablement. Première chose,
et elle passe peut-être même avant le déficit de calories et avant la gestion de l'alimentation, c'est la gestion du sommeil. La première chose que tu dois mettre en place pour réussir à perdre du poids, avant tout planning alimentaire ou sportif, c'est un planning de sommeil, avec au moins 8 heures de sommeil par nuit et une régularité le plus possible dans les heures de sommeil. Bon, le manque de sommeil, c'est chronique aujourd'hui dans les sociétés modernes et ça dérègle à peu près tout. Ton métabolisme fonctionne moins bien, tu produis plus de cortisol et tu stockes plus facilement des graisses, ta capacité à contrôler les craquages et les dérapages alimentaires plus faible, ce qui t'amène à manger plus de cochonneries, et avec le manque de sommeil, les hormones responsables de la sensation de faim, comme la gréline par exemple, sont produites en plus grande quantité. Bien sûr, à long terme, tu peux aussi développer de la résistance à l'insuline et du diabète. Si ça ne te convainc pas de prendre le sujet très au sérieux et d'arrêter Netflix le soir un petit peu plus tôt, bah moi je sais plus quoi faire. Bon, en parallèle de ton nouveau planning de sommeil, tu peux aussi diminuer ce qu'on appelle les stress drinks, les boissons stressantes, comme le café ou les boissons énergisantes, qu'on utilise généralement quand on manque de sommeil. Sur le papier, la caféine et ses dérivés sont censés t'aider à augmenter un petit peu ta thermogénèse, c'est-à-dire ta capacité à brûler des graisses grâce à l'augmentation de la chaleur corporelle. Le problème, c'est que ces produits ont aussi pour effet d'augmenter l'anxiété et l'agitation. Donc, il y a des chances pour que le petit bénéfice thermogénique que tu en retires soit complètement balayé par les effets négatifs du stress qu'il provoque. Et en plus, ça diminue ta capacité à bien dormir. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc ça peut être une très bonne chose de limiter considérablement ce type de produit-là et de boissons si tu es en situation de surpoids ou d'obésité. Alors je sais, le stress chronique, c'est un sujet qui est très vaste, dont les causes sont diverses et variées, situation financière, travail, famille, etc. Des problèmes que je ne peux pas vraiment t'aider à résoudre d'un claquement de doigts et avec une vidéo. Mais je t'assure que si tu mets déjà en place ce qu'on vient de voir dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas voir une vraie différence et que toutes les petites choses que tu mettras en place dans ton quotidien pour diminuer le stress auront autant d'importance pour tes résultats sur la perte de poids que les choses que tu mets en place pour ton alimentation ou pour ton programme sportif. C'est à prendre avec autant de sérieux. Si tu veux aller plus loin avec moi, jette un œil à mon programme Fonte Rapide dans lequel je te donne ma méthode complète pour perdre du gras très vite sans vraiment avoir l'impression de faire un régime. C'est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche à droite ou à gauche, je ne sais plus exactement. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, une petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Homme Physique. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut.